symétrique, de telle manière à ce que le cerveau humain puisse visualiser l'organisation globale du bâtiment rapidement. Éviter bien entendu les labyrinthes inutiles et les cul-de-sac. Donc favoriser les relations visuelles peut être aussi une bonne technique, voir et être vu, à la fois pour pouvoir se repérer dans le bâtiment, mais également pour donner un certain plaisir dans le vécu du parcours intérieur du bâtiment, pour aussi déambuler et admirer le paysage intérieur des édifices. Deuxième point important, c'est la hiérarchie, qui doit permettre de réguler l'accès aux différentes entités pour des paramètres de sécurité et de sûreté. Donc il doit y avoir des paliers et des espaces tampons, des sas, des filtres de sécurité. Tout cela nous permet de réguler l'accès vers les différents lieux du bâtiment, mais également, tout en filtrant, créer des moments agréables où les gens peuvent prendre du plaisir, se reposer, etc. Une fois qu'on a assuré une organisation spatiale efficace, où on a pu tout distribuer clairement et de manière très lisible, il ne faut pas que ça soit une khalota, on va s'interroger sur le paramètre sécurité. L'efficacité et la capacité de pouvoir accéder du parcours de distribution et la capacité d'accéder facilement aux différentes parties du bâtiment, depuis l'extérieur. Le paramètre sécurité est la capacité d'évacuer les occupants d'un bâtiment en toute sécurité en cas de danger vers l'extérieur. Donc le parcours de distribution selon le critère sécurité doit être pensé à l'envers. Comment, de l'intérieur du bâtiment, on peut sortir le plus rapidement possible et de manière sécurisée. Bien entendu, étant donné que ce sont des vies humaines qui dépendent de ce critère, il y a une réglementation très stricte qui est sous le contrôle de la protection civile et qui nécessite souvent des études de danger dans les conceptions des projets. Les risques sont accrus lorsque le nombre d'occupants augmente. Donc dans le cas des ERP, les équipements recevant du public, ou lorsque le parcours avant évacuation est très long. Par exemple dans les IGH, les immeubles de grande hauteur. Dans ce type de bâtiment, la réglementation est encore plus stricte. Quels sont les risques majeurs et les plus fréquents en Algérie? On a le risque d'incendie et le risque de séisme. Donc, partant des risques, nous pouvons définir les critères de sécurité les plus élémentaires à prévoir dans la conception du parcours de distribution. L'incendie, on a peur de la propagation des fumées toxiques qui peuvent tuer, de la propagation des flammes, des risques d'explosion, de l'emprisonnement des personnes et donc d'être brûlées, des effets de panique et de l'écroulement du bâtiment qui n'épargnerait personne. Donc, évidemment, dans la conception des projets et notamment du principe de distribution intérieure, il faut éviter les effets cheminés, c'est-à-dire prévoir un percement de plancher à faible diamètre, ce qui a pour effet de créer des effets cheminés et donc de monter de l'air chaud et des fumées toxiques vers les étages supérieurs et donc d'asphyxie immédiate. Un des remèdes à ça, et notamment dans les cages d'escalier, ce sont les trappes de désenfumage. La détection incendie, qui permet d'identifier aux premiers instants le foyer d'incendie, puisque plus tôt on le détecte, plus tôt on peut le traiter, moins il va provoquer de dégâts. Avec des moyens d'extinction manuelle automatique, des extincteurs, des éléments, un système comme celui-ci placé au plafond qui peut enclencher un processus anti-incendie, etc. Il faut également isoler les flammes pour éviter que le feu ne se propage. Donc il faut isoler des entités des bâtiments et les
principalement les sources potentielles d'incendie, avec des portes feu et des sas. Par exemple, les parkings ne doivent pas communiquer directement avec l'intériorité du bâtiment, mais il faut qu'il y ait un sas avec des portes coupe-feu. Il faut isoler notamment les voies de dégagement et de circulation verticale, c'est-à-dire que tout le parcours de dégagement qui est censé nous permettre d'évacuer le public du bâtiment doit être isolé du reste du bâtiment pour que s'il y a un foyer d'incendie, on ferme les portes coupe-feu et on isole tout le parcours de dégagement. Il faut penser à utiliser des matériaux incombustibles ou ignifuges qu'on classe M2 et éviter bien entendu au maximum les matériaux inflammables de type M4 pour minimiser la propagation des feux. Il faut utiliser bien entendu des matériaux de structure résistants au feu. La tenue au feu se mesure en unités de temps. Pour évaluer la tenue au feu d'un matériau, c'est en unité de temps et c'est en général inscrit dans les fiches techniques des matériaux utilisés. Nous savons tous que c'est le métal, la structure métallique qui est la plus vulnérable aux flammes, et donc lorsque le métal est apparent, nous devons le protéger par exemple cette technique de flocage, ou alors enfermer la structure métallique dans d'autres matériaux de finition qui ont des propriétés coupe-feu. Le deuxième risque est le séisme. Dans le séisme, on a la panique, l'emprisonnement des personnes, la chute d'objets et d'éléments de construction, l'écroulement du bâtiment, c'est la chose qu'on redoute le plus. On ne va pas rentrer trop dans les détails, on sortirait du sujet. Donc, de manière élémentaire, utiliser du verre adapté pour les vitrages, renforcer l'accrochage des matériaux, utiliser des éléments légers, mais surtout et par-dessus tout, de choix de matériaux de structure ductile et par-dessus tout, la conception parasismique de la construction. Donc utiliser des matériaux ductiles, renforcer l'élément de structure. Donc ça, c'est un cours à part, je ne vais certainement pas m'étaler là-dessus. Pour revenir donc au sujet du principe de distribution, le paramètre sécuritaire est celui qui va définir la capacité de ce parcours à évacuer les occupants du bâtiment rapidement et en toute sécurité. Il faut penser le schéma d'évacuation comme un circuit de dégagement. On parle de circuit de dégagement, couloir, palier, escalier de secours, issue de secours. Plus les bâtiments sont complexes et plus ils reçoivent beaucoup de monde, plus ce paramètre est important et donc on recourt à des logiciels qui nous calculent justement le temps d'évacuation, par exemple dans les stades. Le dimensionnement du circuit de dégagement dépend du nombre de personnes à évacuer en même temps. Il se mesure en unités de passage. Donc, l'évacuation, le circuit d'évacuation est principalement ce qu'on appelle les issues de secours ou les portes de sortie de secours, doivent être présentes en nombre suffisant pour créer des alternatives multiples de dégagement et doivent être suffisamment bien dimensionnées pour pouvoir évacuer toutes les personnes qui sont présentes dans le bâtiment en un temps réduit. Donc, il y a toute une réglementation à ce sens. Je vous présente juste un tableau que j'ai trouvé comme ça rapidement sur Internet qui nous permet juste de comprendre un peu la logique. Donc, par exemple, celui-ci nous donne des ratios. Moins de 20 personnes, on a besoin d'un dégagement de 80 cm. Entre 20 et 100 personnes, nous avons besoin d'un dégagement de 1,50 m. Et plus de 100 personnes, nous avons besoin au minimum de 2 dégagements, donc 2 alternatives, totalisant une dimension minimum de 2 mètres ou de 2,50 m pour cette quantité de personnes. Ne prenez pas ce tableau pour de l'argent comptant. En fait, il y a une littérature assez riche en termes de réglementation qu'il n'est pas du tout nécessaire d'apprendre puisqu'elle est disponible et plus on pratique, plus on connaît ce genre de choses. Donc ce n'est pas du tout une tare que de ne pas connaître ces ratios par cœur. Il faut en comprendre la logique globale. Les escaliers de secours doivent être positionnés de manière optimale. Il faut qu'ils soient centraux ou convenablement répartis.
pour offrir différentes alternatives aux occupants du bâtiment. Leur nombre dépend de l'effectif à évacuer et de la forme du bâtiment. Je vais montrer quelques exemples pour expliquer. Donc, lorsqu'on est au rez-de-chaussée, bien entendu, on a des issues de secours qui nous permettent d'évacuer les personnes. Donc, des portes de sortie de secours qui s'ouvrent toujours vers l'extérieur pour que les personnes venant en masse et en panique ne soient pas emprisonnées par l'enfermement des portes, mais en les poussant, ils peuvent les ouvrir et sortir. Donc rappelez-vous que toutes les issues de secours doivent s'ouvrir dans le sens de dégagement, sur toute la longueur du parcours. De même, il faut avoir des barres anti-panique pour pouvoir les ouvrir. Je n'en rentre pas dans ces détails, je pense que vous pouvez reconnaître une porte de sortie de secours. Lorsqu'on monte dans les étages, obligatoirement, l'issue de secours est l'escalier qui mène vers la sortie de secours. Et donc, dans l'étage, la cage d'escalier qui est qualifiée d'escalier de secours doit obligatoirement être totalement isolée du feu, donc avec des voiles en béton ou avec des matériaux vraiment coupe-feu, avoir des portes coupe-feu. Et dans ces critères-là, on peut parler de cage d'escalier de secours. C'est-à-dire que les personnes, une fois à l'intérieur, ne craignent pas le feu durant le temps de dégagement, bien entendu. Si on a un escalier ouvert dans un hall, il ne peut être considéré comme escalier de secours que si l'espace dans lequel il se trouve a les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire totalement isolé du reste du bâtiment, et les accès doivent être des portes de secours, des portes coupe-feu, pardon. Donc, il faut savoir également, à titre indicatif, que les ascenseurs sont complètement inutilisables en cas de problème. Donc, voilà un ratio également indicatif qui nous permet de comprendre la logique de positionnement des escaliers et du nombre d'escaliers de secours dans un étage. Bien entendu, plus le nombre de personnes contenues dans le bâtiment est important, plus il faut d'unités de passage et donc plus il faut d'escaliers. Il ne faut pas concevoir un escalier de 5 mètres de large parce que le ratio l'impose, mais ces 5 mètres-là, on va les répartir en plusieurs escaliers normaux, c'est-à-dire d'1,50 m de volée. En ce qui concerne ce ratio, moins de 40 mètres d'un escalier sécurisé s'il y a plusieurs alternatives. Dans ce cas-là, il y a 3 alternatives. Donc, on est dans ce cas-là. Il faudrait qu'il y ait 40 mètres maximum entre le point le plus éloigné. Quel est le point le plus éloigné de ces 2 cages d'escalier? On prend l'axe et on va sur la façade, c'est-à-dire le point où se situe mon curseur jusqu'à cet escalier, selon le parcours des usagers, doit être inférieur à 40 mètres. Si l'on prend cette alternative lorsqu'il y a un cul-de-sac, c'est-à-dire si on considère que ce bloc-là n'a pas cette porte, donc cet escalier-là doit être à une distance du point le plus éloigné qui est là, de 30 mètres. Voilà. Encore une fois, ce sont des ratios à titre indicatif qui nous permettent de comprendre la logique. Mais en l'occurrence, ce ne sont pas des ratios à prendre pour de l'argent comptant. Bien entendu, la cage d'escalier de secours doit être résistante et isolée ou extérieure. Lorsque la cage d'escalier est extérieure sur la façade, elle est du coup isolée des flammes et peut être considérée comme escalier de secours. On recourt à ce cas lorsqu'on n'a pas d'autre solution sur l'intérieur. Pour parler de parcours d'évacuation, on réalise un plan d'évacuation. Et d'ailleurs, dans tous les équipements recevant du public, il y a ces fameux panneaux partout qui nous montrent où nous nous situons et quelles sont les alternatives de dégagement. Quel est le parcours que nous devons suivre pour pouvoir sortir de ce bâtiment. Et donc là, en l'occurrence, dans ce plan, on voit bien que le principe de distribution il est en H.
on a un cœur de bâtiment où il y a la batterie d'ascenseur pour accéder,